Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, sera mon invité dans un instant. Quel regard, quelle analyse porte-t-il sur le monde d'aujourd'hui ? Le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty s'est ouvert le 26 janvier dernier. Il va durer un mois. 4 hommes comparaissent devant la cour d'assises spéciale d'appel de Paris. Ils ont été condamnés en première instance. La famille du professeur a été auditionnée hier. Notre reporter Timothée Delem a recueilli le témoignage de l'une des sœurs du professeur, Michael Paty. On l'entendra tout à l'heure. Et pour terminer cette émission, on partira à Kiev, où nous attendra la journaliste Elisabeth Pierson. Aujourd'hui et demain s'ouvre un nouveau cycle de négociations entre Ukrainiens, Russes, avec autour de la table les Américains, des Russes qui ont ces derniers jours massivement bombardé les infrastructures électriques de l'Ukraine alors que règnent des températures glaciales sur le pays. Comment la population vit-elle donc ces bombardements ? On saura tout avec Elisabeth Pierson tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Philippe Etienne. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes diplomate, une longue et belle carrière. Vous avez été notamment ambassadeur d'Allemagne entre 2014 et 2017. Vous avez été le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2019. Vous avez été aussi ambassadeur de France aux États-Unis de 2019 à 2023. Et vous revenez sur toutes ces années dans un livre, Sherpa, Mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. C'est aux éditions Talendier. Alors, 45 ans d'expérience, si mes comptes sont bons. Oui, 78, début en 1978. Donc, en 45 ans, vous en avez connu des crises, forcément, évidemment, tout au long de cette belle et longue carrière diplomatique. Avant de rentrer dans le détail, quel regard vous posez là, sur ce qu'on vit actuellement, nous, humains de 2026 ? Alors, j'ai vécu des crises, j'ai aussi vécu des points d'inflexion de l'histoire. Par exemple, j'étais à Moscou lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Absolument. Et j'ai vu ensuite le système international bâti après 1945 s'effilocher et avoir de plus en plus de mal à traiter les problèmes qui sont communs à l'humanité, mais aussi avoir des succès. Par exemple, la lutte contre les grandes pandémies. J'étais au conseil d'administration du Fonds mondial contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, par exemple. Et puis j'ai vu aussi la lente construction, pas du tout linéaire, de l'Europe. De l'Europe. Et tout ça, c'est vrai, me donne un point de vue particulier sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que je porte cette expérience. Beaucoup de sujets, l'actualité internationale est extrêmement riche. Aujourd'hui et demain, il y a un nouveau cycle de négociations qui s'ouvre à Abu Dhabi entre les Ukrainiens et les Russes, avec autour de la table les Américains. Est-ce que la Russie peut renoncer à ses ambitions territoriales ? Qu'est-ce que vous attendez de ces négociations ? Dans quelques jours, nous aurons le 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais souvent, on dit que c'est la deuxième partie ou la deuxième guerre. Moi, en tant que conseiller diplomatique du président Macron, j'étais dans la médiation franco-allemande, ce qu'on appelait le format Normandie. Et je pense d'abord à l'incroyable résilience des Ukrainiens. Aujourd'hui, par des froids extrêmes, ils doivent... des températures de moins 20 degrés. Ils doivent affronter ces bombardements extrêmement brutaux, cruels de leurs infrastructures énergétiques. Et donc, effectivement, tout le monde a intérêt à une paix, mais une paix juste et durable. C'est ça le plus important. Parce que rien ne servirait, ce serait même très contre-productif, d'avoir un règlement qui serait
uniquement le prélude à une troisième agression de la Russie. Donc, ce qui se joue en ce moment, à travers de nouveau ces négociations qui continuent à Abu Dhabi, c'est la recherche d'un compromis sur les territoires et sur les garanties de sécurité, qui Bien sont sûr. les deux paramètres Oui, essentiels, oui. qui précisément empêcherait, ou en tout cas dissuaderait la Russie de continuer cette agression, même dans quelques années. Je pense que les dirigeants russes, Vladimir Poutine lui-même, disent qu'ils n'ont pas abandonné leurs objectifs initiaux, mais en tout Oui. cas, le point essentiel pour eux, et qui fait le plus problème aux Ukrainiens, bien sûr, c'est d'achever la conquête du Donbass. Des Russes qui ont beaucoup avancé en plus ces Bah, derniers mois. Hein. pas tellement en fait, hein. C'est une Alors, avance, oui, c'est une avance, mais quand on une avance dans le grignotage en fait, c'est ça? voilà, exactement. C'est une avance dans le grignotage, avec également pour la Russie, sur le plan humain, sans doute sur le plan du système économique qui est totalement dominé. L'économie russe est Oui, totalement dominée par par cette cet économie effort de de guerre. guerre. Aussi pour la Russie, c'est un coût très très important. Mais visiblement que le président Poutine est prêt à endosser. C'est sa priorité et lui, visiblement, n'a pas de scrupule à envoyer beaucoup de soldats Et beaucoup de morts. Hein. au sacrifice, bien sûr. Il y a évidemment l'Iran depuis le 28 décembre. C'était les débuts des manifestations au départ pour la vie chère, mais on sait aussi qu'une majorité de la population iranienne est contre le régime des mollahs. Le régime des mollahs qui a écrasé dans le sang les manifestants. On annonce en fin de semaine des négociations directes entre les Américains et les Iraniens. Qu'est-ce qui peut en sortir ou est-ce que chacun essaye de gagner du temps là pour reconstituer peut-être ses forces tout simplement? Alors là aussi, j'ai tendance à interpréter ce qui se passe actuellement à travers l'expérience que j'ai eue des négociations avec l'Iran Justement. sur le dossier nucléaire. Le régime iranien est vraiment maintenant dans une position extrêmement affaiblie après les frappes israéliennes et américaines à la guerre des 12 jours, mais aussi après avoir exercé cette répression d'une brutalité incroyable contre sa propre population et face à une situation économique extrêmement dégradée. Mais en même temps, il fait tout pour survivre, ce régime. Et dans la disponibilité à négocier de Téhéran, il n'y a rien de nouveau en fait. Les Iraniens ont toujours été assez habiles, ce régime a toujours été assez habile en laissant la porte ouverte à une négociation, mais en dressant... Une négociation de façade. C'est ça la question maintenant. Est-ce que son affaiblissement l'amènera à faire des concessions au-delà de l'accord d'il y a 10 ans sur les trois sujets qui sont le nucléaire. Donc, est-il prêt à renoncer à toute activité d'enrichissement de l'uranium sur son territoire? Est-il prêt, et là je crois que c'est vraiment le point le plus dur pour eux, parce qu'ils y voient le cœur de leur défense, à mettre des contraintes en nombre, mais surtout en portée à leur arsenal balistique, c'est-à-dire leurs missiles, Les missiles, éventuellement leurs drones aujourd'hui. Et troisième point, sont-ils prêts à donner des garanties à leurs voisins pour arrêter leurs ingérences? Et on sait, à travers le Hezbollah ou les Houthis, par exemple, comment ils procèdent. Alors, il y a un point commun sur le dossier iranien, sur le dossier des négociations Ukraine et Russie, c'est qu'à chaque fois, il y a les Américains qui sont autour de la table. Désormais, les Américains sont incontournables dans toutes les conflits du monde. À chaque fois, ils sont autour de la table. Mais ce n'est pas nouveau pour l'Iran ni pour la Russie. Sauf que Donald Trump s'est pas fait élire sur cette option-là, si je puis dire. Alors, vous avez tout à fait raison. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a un président américain qui tient vraiment à montrer qu'il est capable de résoudre les crises et être le médiateur des guerres. Dans le cas de l'Iran, il y a au départ de ce régime un traumatisme américain. C'est en 1979, la prise d'otage
qui a duré 440 jours, l'humiliation subie par l'ancien président Carter dans la tentative de sauver les otages de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, c'est vraiment un effort de médiation pour pouvoir ensuite nouer une relation, notamment avec la Russie, qui soit, entre guillemets, débarrassée de ce conflit. Mais les Américains ont toujours été, mais différemment, et c'est vrai, très actifs dans ces relations avec la Russie et avec l'Iran. Le point effectivement intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que le président Trump a été élu sur un engagement précis de ne pas replonger les États-Unis dans un engagement militaire extérieur après les issues catastrophiques des aventures en Irak et en Afghanistan, mais aussi le souvenir de la guerre du Vietnam, qui est très, très présent. Oui. Le départ de Kaboul a rappelé le départ de Saigon. Donc, le président Trump veut montrer sa force, veut montrer la force des États-Unis dans ces conflits par rapport à ces terrains extérieurs. Par exemple, quand il bombarde les installations nucléaires à Fordo en Iran il y a quelques mois. Mais il veut absolument éviter, certainement, de mettre le doigt dans un nouvel engrenage du type afghan. Dans vos mémoires, vous parlez d'une relation franche et directe entre Emmanuel Macron et Donald Trump. À l'occasion, ça c'était en 2017. Vous parlez aussi d'une relation franco-américaine spéciale, intime, mais complexe. C'est-à-dire... Donc, deux plans différents, mais évidemment liés entre les dirigeants et entre les pays. En 2017, j'arrive avec le président Macron. Il établit sa relation avec le président Trump. J'y participe. Je suis son conseil diplomatique avec mon homologue américain de l'époque, le général McMaster. Effectivement, tout de suite, c'est une relation très franche qui n'occulte évidemment absolument pas les sujets de divergence. À l'époque, l'accord de Paris sur le climat, par exemple. Mais qui ne s'encombre pas d'a priori généraux, négatifs, qui met ces problèmes sur la table, qui cherche aussi les accords là où on peut travailler ensemble. Et on peut travailler ensemble. À l'époque, c'était la lutte contre le terrorisme. Voilà, ce style est tout de suite mis sur la table et surtout donne tout de suite lieu à une communication très fluide, en fait, des appels téléphoniques très fréquents, la possibilité de se parler très rapidement. Encore une fois, sans occulter du tout des divergences qui sont aujourd'hui plus que jamais évidentes. C'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, la relation entre la France et les États-Unis, les États-Unis célèbrent cette année le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Ce sera au mois de juillet. Le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Vous savez le rôle que la France a joué dans l'indépendance des États-Unis. Nous savons, et nous en sommes encore reconnaissants, le rôle que les États-Unis ont joué dans les deux conflits mondiaux du XXe siècle pour... assurer notre liberté et parfois restaurer en 1944 en l'occurrence notre démocratie, notre République. C'est donc une relation très spéciale et très forte et je l'ai vécu moi-même vous avez été aux États-Unis. Mais j'en ai aussi vécu les complexités, y compris sous une administration démocrate avec la fameuse crise des sous-marins australiens. Pendant laquelle j'ai été rappelé pour consultation comme ambassadeur de France aux États-Unis. Donc, j'ai bien vu que la France était un partenaire qui intéresse aux États-Unis, qui parfois irrite un peu, parce que nous, Français, nous disons effectivement quand nous ne sommes pas d'accord, en 2003, lors de l'invasion de l'Irak. On a une liberté... Je pense que ça n'enlève rien au fait que sur des sujets très essentiels comme la lutte contre le terrorisme, nous avons eu cette relation de confiance et il faut évidemment tout faire pour la préserver. Alors on a vu, c'était il n'y a pas si longtemps, mais il y a un peu un dossier par jour avec ce président américain. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un bras de fer au sommet de Davos sur la question du Groenland. Vous trouvez que l'Europe a été à la hauteur de la réponse aux États-Unis? Il semblerait qu'on ait fait reculer Donald Trump. Je pense qu'effectivement l'Europe devrait, elle aussi, non pas seulement comme France ou comme État par État, mais ensemble comme Union européenne, parce qu'on a plus de poids ensemble. Que séparément ? Être
dans cette attitude de respect, de calme, de volonté de préserver sur le long terme notre alliance transatlantique, mais en même temps d'être déterminé et ferme, et quand on n'est pas d'accord, de le dire, et de se donner les moyens de se faire respecter, de faire prévaloir notre position. C'est ce qui s'est passé effectivement sur le Groenland, parce que là, les Européens ont été très unis pour dire qu'il n'était pas question d'accepter que le Danemark et le peuple groenlandais soient privés de leur droit de souveraineté et de leur droit d'autodétermination pour le peuple du Groenland. Et cela a donné quelques réactions sur les marchés financiers, le marché des bons du Trésor, le marché boursier. C'est ça qui a fait reculer Donald Trump, vous direz? Je pense que c'est la combinaison de ces deux éléments, et puis ensuite, bien sûr, l'entretien avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a donné une occasion d'une désescalade, c'est-à-dire qui a permis de voir qu'en fait, pour affronter le sujet qui était mis sur la table, qui est un vrai sujet, la sécurité dans l'Arctique, suite à la fonte à l'ouverture de nouvelles voies maritimes. Il y a incontestablement de nouvelles questions de sécurité qui se posent et de nouvelles questions stratégiques. Ça, c'est un bon sujet. Les États-Unis sont fondés à mettre ce sujet sur la table, mais on a fait prévaloir l'idée qu'il y avait d'autres manières que des menaces d'annexion, même par la force, pour traiter ce sujet ensemble. Vous diriez que là, on a marqué des points et c'est un peu la méthode qu'il faut désormais suivre. Moi, je ne sais pas si la question du Groenland ne va pas revenir. Oui, elle n'est pas forcément totalement Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la méthode diplomatique du président Trump, si on peut appeler cela méthode diplomatique, mais après tout, pourquoi pas, c'est le bilatéralisme, donc aller voir chaque pays et le test. Et en fait, il est assez constant dans ses objectifs, mais il est assez pragmatique ensuite dans la manière d'essayer de réaliser ses objectifs. Et donc, l'Union européenne, sans renoncer à sa relation avec les États-Unis, a tout à gagner, en fait, à montrer, dans des moments comme celui qu'on a vécu autour de cette question du Groenland, à montrer de la détermination à ne pas accepter ce qui, pour elle, est inacceptable. Merci Philippe Etienne, merci d'avoir été avec nous. Je renvoie à votre livre, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de vue. Depuis fin janvier, 4 hommes sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris pour leur rôle dans l'assassinat du professeur Samuel Paty, qui a été décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste tchétchène. La famille de Samuel Paty a été auditionnée ce mardi. Notre journaliste Timothée Delem a rencontré longuement l'une des sœurs du professeur. Elle s'appelle Michaëlle Paty et je vous propose de l'écouter. C'est un procès qui rencontre évidemment un fort écho médiatique. Depuis 10 jours maintenant, 4 hommes sont jugés devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris pour leur rôle dans l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty par un islamiste tchétchène le 16 octobre 2020. 4 hommes condamnés en première instance de 13 à 16 ans de réclusion criminelle en première instance. On est avec Michaëlle Paty, l'une des sœurs de Samuel Paty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous accorder cet entretien dans cette journée importante particulière pour vous parce que vous avez été auditionné aujourd'hui à la barre, moment évidemment très attendu par tous ceux qui suivent ce procès de près, très attendu par la famille, par les proches évidemment de Samuel Paty, moment également marqué par l'émotion, la vôtre, au moment de vous avancer à la barre. D'abord, vous sortez là quasiment tout juste de la salle d'audience. Comment vous sentez-vous, Michaëlle Paty ? Alors il y a une forme de soulagement d'avoir réussi à le tenir, ce texte, parce que c'est un texte qui est quand même particulièrement long et il fallait que j'arrive à le dérouler sans embûche. Donc ça s'est bien passé, j'ai pu dire ce que je voulais dire et en même temps il y a une forme d'épuisement parce que ce texte, je le porte en moi depuis un certain temps, il a fallu le travailler longtemps, réfléchir, se documenter au besoin pour réussir à le livrer. Moi, ce qui me soulage aussi de cette journée, c'est que quelque part dans notre famille, on s'est presque un petit peu réparti les tâches
pour chacun, avec notre capacité, avancer une défense pour Samuel. Oui, alors justement, s'il y a peut-être, on va revenir dans les détails évidemment, mais s'il y a d'abord une ou deux idées générales dans ce texte et dans justement ce que vous avez voulu dire dans cette salle d'audience aux juges et également à toutes les personnes qui étaient présentes, qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, les deux idées, la principale, c'était déjà de clarifier ce qu'était la chaîne du terrorisme et qu'elle se comporte de plusieurs maillons et que ceux qui sont jugés, notamment deux, donc Abdelhakim Sifrioui et Brahim Chlina, sont deux maillons indispensables pour que finalement ça conduise à un appel au meurtre et qu'il y ait meurtre à la fin. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de remettre en place. Et un autre pan, c'était d'appeler entre guillemets la justice à faire preuve d'une certaine cohérence dans leurs condamnations, qu'elles ne sont pas toujours à la hauteur des crimes exécutés et que les victimes, globalement, on n'a plus forcément envie d'être seulement un visage du pardon, en fait. On va revenir évidemment sur tous ces éléments. D'abord, vous étiez entendu aujourd'hui au même titre, vous l'avez dit, que les autres membres de la famille, que les autres proches également de Samuel Paty, notamment ses parents, son autre sœur également, Gaëlle. Moment important, est-ce que vous estimez que bien, la famille, justement, tout au long de ce procès en appel, a été suffisamment entendue, comprise, justement ? Je pense qu'il faut juste rappeler quand même la justice, en tout cas, n'est pas pour être rendue aux victimes, mais que néanmoins, si elle considère qu'on a notre mot à dire en nous proposant de parler à la barre, c'est pas juste quelque chose qui doit rester en l'air, c'est quelque chose qui doit être véritablement entendu. Et c'est un petit peu, mon texte, c'était un petit peu cet appel envers la justice. Alors ce procès en appel, et on le rappelle, se tient parce que justement 4 des personnes qui ont été condamnées en première instance ont fait appel. Ce sont elles qui eh bien, ont décidé de faire appel de ces condamnations en première instance. Vous, j'imagine que vous auriez aimé vous passer d'un second procès. Oui, effectivement, c'est déjà le premier procès, ça a eu un coût très important pour tous les membres de la famille. C'est un procès qui a été le premier qui a été assez long, 7 semaines. On se retrouve finalement en appel à être avec plus que 4 accusés, contrairement à 8 en première instance. Mais on se retrouve avec encore un procès qui dure 5 semaines. Et ce qui est particulièrement douloureux pour la famille, donc, c'est de revivre exactement les mêmes défenses, les mêmes propos. Je vous avoue que cette année, on a quand même réussi à récupérer un autre avocat qui est encore plus virulent que les autres années et que ça rajoute à notre peine. En fait, il fait un procès dans un procès. Et ce procès que lui fait, c'est le procès de Samuel Paty, mon frère. Au long de cette audition que vous avez prononcée cet après-midi, vous avez insisté donc sur le rôle d'abord du prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui et puis également de Brahim Chlina qui est l'un des parents d'élèves et qui donc avait diffusé ces messages sur les réseaux sociaux et des messages particulièrement virulents à l'égard de votre frère Samuel Paty. Quelle est leur responsabilité selon vous dans la mort de votre frère ? Écoutez, les deux sont responsables au moins sur un fait, c'est qu'ils ont totalement transposé en fin de compte ce qui aurait dû être quelque part un problème pédagogique, totalement sur un autre plan et appelé à ce que mon frère aurait pu discriminer des élèves. C'est d'ailleurs cette défense qui en reparle à l'heure actuelle depuis à peu près 10 jours depuis l'ouverture du procès. Et afin de toucher un public qu'il savait averti, qui serait effectivement choqué, qu'il aurait pu faire une offense au prophète. Donc c'est une cabale totalement organisée qu'ils ont menée. Et c'est en ce sens que vous disiez tout à l'heure à la barre que leur responsabilité est écrasante. Vous avez dit, et j'ai noté, leur rôle n'est pas anecdotique, il est central, il est délibéré et il est mortel. Oui. Parce que leurs agissements n'est pas du tout inconnu. Les deux sont nés donc dans un pays maghrébin. Pour Sifrioui, on peut même rajouter qu'il a tenu une librairie islamiste. Ils savent très bien que leur discours va toucher un univers qui est sensibilisé à ce genre de dialectique et que, en ce sens, le passage à l'acte était quelque chose de largement prévisible. Donc, je pense qu'ils ont agi en connaissance de cause. Vous estimez que le juge doit dire, comme il l'a dit en première instance, eh bien, ces hommes ont désigné Samuel Paty comme cible. Oui, c'est ce que j'attends. J'attends que ça soit réaffirmé.
Euh, Le père justement donc de certains élèves, enfin d'une élève en particulier, Brahim Eshnina, lui il a eh bien, demandé pardon à la barre. Est-ce que vous croyez en la sincérité de ces mots? Non, parce que son pardon est arrivé après avoir simplement dit qu'il avait cru sa fille, qu'il avait cru le mensonge de sa fille. Alors, pour cela, il fallait être un petit peu présent, mais évidemment, c'était un procès à huis clos où la fille de Brahim Shnina, elle s'était défendue. Bah oui, mais c'est mon père qui a tout mené. Donc en fait, il se renvoie la balle pour, entre guillemets, parce que sa fille ne sera pas rejugée. Elle a été condamnée à 18 mois et elle l'a accepté, cette peine. Donc maintenant, se décharger sur un mensonge qu'il aurait cru, c'est un peu grotesque. Pendant tous les faits, ça sera réexposé. Il y a nombre de personnes qui lui ont expliqué que sa fille montait bien avant. Et en premier lieu, je tiens à le rappeler, la principale. Qu'avez-vous envie de dire aux accusés aujourd'hui? Moi, j'ai rien envie de leur dire. En fait, moi, j'ai rien à leur dire. Maintenant, c'est l'état de droit, ils ont le droit de faire appel, ils ont le droit de se défendre. Voilà. Je crois que j'ai absolument aucun mot à leur dire. Est-ce que ce procès en appel vous aide au moins à avancer dans ce deuil, dans cette colère également qu'on sent chez vous, ou bien c'est pas encore le moment, j'allais dire? La seule vertu que je peux trouver à ce procès en appel, c'est d'avoir réussi globalement à fédérer des gens qui étaient peut-être un peu éparpillés. Parce que c'est pas facile de vivre cet événement, on les vit tous de façon personnelle. Et je pense que oui, ça fait une sorte de consensus qu'il n'y avait pas avant. Alors, ce procès, vous l'avez un petit peu évoqué hein, en début d'entretien, il a été entaché par une défense pour le moins hasardeuse de l'un des avocats des accusés, maître Francis Vuillemin, qui a posé la question de la prétendue discrimination d'élèves musulmans par votre frère Samuel et qui accuse même assez concrètement en réalité votre frère d'avoir discriminé certains élèves musulmans. D'abord, est-ce que vous avez été comme beaucoup, surprise lorsqu'il a utilisé ces arguments-là pour la première fois? Non, j'ai pas du tout été surprise. Le 15 décembre dernier, donc, il avait fait une conférence de presse avec ses confrères avocats qui défendent également M. Sifrioui, où il avait déjà annoncé à haute voix de quelle manière il allait assurer la défense de son client. Donc, écoutez, donc, aucune surprise à ce moment-là. Le plus dur, c'est qu'à l'heure actuelle, il essaye de se défendre, entre guillemets, que c'est pas lui qui fait le jeu des médias. Et pourtant, dès qu'il y a une suspension d'audience ou une fin de journée, c'est lui qui se jette à corps perdu aux médias pour s'épandre, pour se plaindre, pour se victimiser. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, selon vous, cet avocat? Pour moi, c'est assez clair et tout le monde est un petit peu stoïque parce qu'on a bien compris que cela ne servirait pas son client. Donc, pour moi, je pense qu'il sert juste à un projet idéologique et juste faire planer une menace globalement donc sur la présidente que s'il y a le moindre truc qu'il pourrait considérer comme un vice de forme, un vice de procédure, il y aura un pourvoi en cassation. En fait, on se retrouve comme au premier procès où déjà il y avait l'effet d'annonce qui allait avoir appel et maintenant, en fin de compte, il est en train d'annoncer qu'il y aura un pourvoi en cassation. De demander en tout cas. Mais il y a quand même un pas qui a été fait de sa part et de la part dans la stratégie de la défense qui est au fond, quand on lit les comptes rendus d'audience, et vous en savez mieux que tout vu que vous êtes évidemment à l'intérieur de la salle pendant les audiences, mais on a le sentiment que là c'est presque le procès de votre frère qui se joue en réalité depuis quelques jours. Oui, il tente entre guillemets de refaire ce qu'a pu faire à M. Abdelhakim Sifrioui, donc son client en 2020, qui faisait déjà le procès de mon frère, mais cette fois en 2026. C'est quelque part, il faut bien comprendre quand même, il défend un client. Donc ce qu'il est en train de plaider, globalement, son client, c'est lui qui l'a demandé ou c'est lui qui est d'accord. Donc il fait juste avancer une idée que M. Sifrioui avait avancée en 2020, que les profs pourraient être racistes, islamophobes. Il veut juste essayer que cette idée passe de plus en plus. De renvoyer Samuel Paty presque à la responsabilité de sa propre mort? Oui. Est-ce que
vous avez le sentiment que, on se trompe de procès parce que, au fond, vous disiez, c'est bien l'islamisme qui est en cause et non des caricatures, et ce n'est pas la liberté d'expression, encore moins la laïcité. Oui, alors moi, ce que je rajouterais à cela, c'est que, pour rappel, M. Sifrimoui n'est pas du tout mis en accusation pour dénonciation calomnieuse, mais pour association de malfaiteurs terroristes. Donc là, on est en train de totalement faire dériver le débat vers quelque chose qui n'a pas lieu d'être. À qui est-ce que vous en voulez le plus? Parce que c'est vrai qu'on sent quand même cette déception, cette colère. Vous évoquez donc cet avocat, maître Francis Villemain. La réaction peut-être aussi de la classe politique, on peut en parler, qui est peut-être pas forcément à la hauteur selon vous. Je ne sais pas, à qui est-ce que vous en voulez le plus aujourd'hui? Moi, à qui j'en veux le plus, c'est clairement, en petite musique qu'on pouvait entendre, on a bien compris que quand même M. Villemain est en train d'avancer une sorte de mise en garde envers le corps enseignant de attention, si vous faites son cours, si vous mourrez à la suite, vous serez bien quelque part un peu responsable. Donc c'est ce message-là qui en sous-texte est envoyé, et il est vrai qu'on ne peut pas dire que nos politiques ont pris clairement des positions, se sont avancés, ni même le ministre de l'Éducation nationale qui, sur les quelques médias où il s'est exprimé, intervenait avec une très très grande prudence. Le pas de vague, en fait, est toujours là, simplement on le regarde 5 minutes, on le comprend, alors qu'il aurait dû se positionner rapidement. Et vous, votre combat, évidemment, c'est de faire en sorte que votre frère n'ait pas été assassiné pour rien, si c'est ce qu'on peut souhaiter malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, quelques années plutôt, lorsque Dominique Bernard avait été assassiné, vous aviez dit cette chose, vous aviez dit si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là. Est-ce que ces propos, vous les réitérez aujourd'hui? Oui, je les réitère. On voit bien qu'à l'heure actuelle, les menaces, agressions envers le corps enseignant sont omniprésentes. Je suis désolée, mais je vais vous faire une Samuel Paty, c'est quand même devenu dans le langage commun des élèves. Faut quand même comprendre que mon nom est quand même devenu une menace de mort. C'est quelque chose qui est un petit peu lourd à porter. Et oui. Alors, le seul truc que je pourrais dire après Samuel Paty, c'est que moi, personnellement, j'ai vu des enseignants se dresser. Et ils en ont parlé dans la presse, ou des principales d'éducation qui sont là. Ils sont présents et qui surtout veulent continuer à rendre honneur à mon frère. Et justement, vous avez dit également que sur toutes ces questions de liberté d'expression, sur ces questions de laïcité, vous avez dit il faut réagir, il faut remettre de l'ordre. De quelle manière selon vous? Parce qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, le moindre mot n'est plus interprété en son sens premier, mais il faudrait le prendre au troisième, jusqu'à quasiment des fois totalement inverser la dialectique. Donc ça ne va plus du tout. Mais pour ça, il faut des décisions fermes. Il ne faut pas être en train d'être un petit peu quelque part mot du genou sur des prises de décision. Il faut les prendre. Il ne faut pas être entre guillemets à toujours essayer de concilier les uns et les autres. Dans une république, c'est pas possible. Il y a des règles et on doit tous s'y conformer. Autrement, c'est un désordre total. Vous, à titre personnel, ça fait maintenant plusieurs années que vous prenez la parole dans les médias pour défendre la mémoire de votre frère, pour porter également un message. Comment est-ce que vous vivez justement ce procès qui est peut-être une forme d'aboutissement et encore, parce que vous évoquez la possibilité, en tous les cas juridiquement, il est tout à fait possible qu'il y ait ensuite une cassation. Comment est-ce que vous vivez ces jours-ci, ces jours de procès, ces jours d'audience, ces jours également où vous êtes encore une fois aujourd'hui passé à la barre? Je crois que je vais essayer de m'économiser. Parce que ça va être difficilement tenable de rester en audience en permanence avec à chaque personne qui intervient à écouter donc Monsieur Villemain monopoliser le débat et jouer à une sorte de mitraillette de questions quand ça lui plaira. Quel est le plus gros défi, j'allais dire, pour vous face à tout cela? Je crois que c'est de ne pas rentrer dans son jeu. Il veut essayer de créer des incidents, que les parties civiles puissent tellement s'en offusquer qu'ils pourraient s'en servir.
Il faut... moi, je pense que de toute façon, nos avocats respectifs qui vont défendre donc, toute sa famille seront plus intelligents que lui et ne tomberont pas dans ce qui est déjà prévisible. Qu'est-ce que vous espérez maintenant de la suite de ce procès? Vous espérez que les peines, les peines prononcées soient plus lourdes que celles qui ont été prononcées en première instance pour ces 4 personnes qui ont fait appel? Bah, écoutez, principalement, moi je demanderais que... j'aimerais, parce que nos, nos vœux ne sont pas toujours exaucés dans ces cas-là, mais qu'effectivement, pour ceux qui continuent de faire preuve d'indécence, leur peine soit chargée au-dessus. Parce que je vois pas pourquoi on devrait, cette année, leur trouver des circonstances atténuantes, parce qu'ils n'en ont pas. Vous avez parlé cet après-midi lors de votre audition du risque d'une clémence mal placée. À quoi est-ce que vous pensez et est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? C'est toujours quelque chose qu'on craint, parce qu'on a toujours des arguments. Et c'est pas manquer d'humanisme, hein, mais il est vrai que je vois pas pourquoi, quand il y a la mort d'un homme, on puisse avoir une forme de clémence par rapport à un état de santé, un âge. Rappelons quand même que M. Sifrioui n'a que 66 ans. C'est pas non plus une personne âgée en fin de vie. Donc il peut tout à fait voir sa peine, c'est-à-dire qu'il encourt quand même 30 ans de réclusion. Je vois pas pourquoi on la descendrait. Vous, à titre personnel, Mickaël Paty, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui fait que vous pourrez enfin, sinon tourner la page, mais en tous les cas passer à autre chose, avancer et réussir à guérir d'une certaine manière, autant que faire se peut, de cette terrible épreuve? Éviter un pourvoi en cassation. Parce que vraiment replonger systématiquement les mêmes arguments, les mêmes propos de la défense, les mêmes attitudes qui peuvent être abjectes, au bout d'un moment, c'est plus entendable en fait. C'est plus possible. Merci Mickaël Paty, merci d'avoir répondu à nos questions. Continuez évidemment de suivre ce procès de près sur le Figaro TV, puis dans les pages bien évidemment du Figaro. Merci Timothée Delem pour cet entretien et merci bien évidemment à Mickaël Paty de nous avoir accordé ce temps. Je rappelle que le procès en appel va durer jusqu'au 27 février. On passe à un tout autre sujet, on va aller à Kiev où nous attend en direct Elisabeth Pierson. Bonjour Elisabeth. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes journaliste indépendante installée dans la capitale ukrainienne déjà depuis quelques semaines. On va d'abord parler du nouveau cycle de négociations qui s'ouvre aujourd'hui et demain à Abu Dhabi entre les Russes et les Ukrainiens. Que sait-on? Qui sera autour de la table et quels sont les sujets qui vont être évoqués? Alors en effet, une délégation ukrainienne est partie à Abu Dhabi déjà hier, guidée donc par le chef du cabinet présidentiel, Kirill Boudanov, qui est ici très populaire, qui est ce qu'ils appellent le maître espion de l'Ukraine, parce qu'il était juste avant sa nomination en décembre, il était chef du renseignement militaire ukrainien, donc c'est une sorte de poids lourd. Il y a Roustem Umerov aussi à la tête du Conseil de sécurité nationale, et les Ukrainiens se réjouissent que cette réunion se fasse de manière trilatérale, donc qu'il soit 3 autour de la table avec la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Et puis le gouvernement s'est aussi félicité du fait que la délégation russe, selon eux, était davantage professionnelle et moins idéologique, je cite, qu'auparavant. Donc ils sont a priori optimistes sur des progrès aujourd'hui et demain. Vous me parlez de l'optimisme des Ukrainiens. On vient d'apprendre, le Kremlin vient de l'affirmer, que son offensive se poursuivra tant que Kiev ne cédera pas à ses exigences. C'est des négociations aussi qui, il faut rappeler le contexte, qui ont été quand même mises à mal par des nouvelles frappes opérées par la Russie, notamment dans la nuit de lundi à mardi. On parle de la plus grosse attaque de drones et de missiles. Qu'est-ce qui a été touché? Quelle est l'ampleur des dégâts?
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que vous disiez, hein, que la Russie là vient de déclarer, au sujet des négociations à Abu Dhabi, qu'elle continuera son offensive, tant que l'Ukraine n'acceptera pas ces conditions et ça, c'est une position, au regard, des avancées diplomatiques que déplore beaucoup l'Ukraine. Elle déplore que la Russie ne montre aucune volonté de paix. Vous parliez donc de cette attaque dans la nuit de lundi à mardi. C'était pas moins de 70 missiles et 450 drones qui ont été lancés sur tout le territoire ukrainien. Et ce genre d'attaque est malheureusement devenu assez fréquente, hein. Depuis le début de l'hiver, c'est presque une à deux fois par mois. Des grosses nuits d'attaque où les habitants de Kiev entendent des alertes antiaériennes toute la nuit. Ça frappe aussi beaucoup à Dnipro dans le centre du pays, à Kharkiv dans l'est. Et ce sont les infrastructures énergétiques, je ne vous apprends rien, hein, qui sont ciblées. On parle beaucoup du froid polaire à Kiev. En ce moment, là, dehors, il fait proche des -20 degrés. Et le chauffage marche très peu. Enfin, une grande majorité des immeubles résidentiels sont sans chauffage et sans électricité. Ça, c'est très dur pour les Ukrainiens. Alors vous-même, hein, vous partagez, ce quotidien, concrètement puisque vous vivez à Kiev. Racontez-nous, justement, les conséquences, hein, de ces problèmes d'électricité, dans votre, appartement. Quelle température fait-il? Comment ça se passe pour vous? Alors là, j'ai 3 cols roulés sur moi, oui. C'est vrai qu'il fait toujours très froid et on se réfugie pas mal dans les cafés qui sont équipés de générateurs, hein. On est à la 4e année de guerre, 4e hiver de guerre et la plupart des business, des cafés, des restaurateurs sont équipés de générateurs. En revanche, ils nous disent l'électricité, on avait l'habitude que ça marche par intermittence tous les hivers avec la stratégie russe de cibler nos infrastructures énergétiques. En revanche, le chauffage, ça c'est nouveau de cet hiver. Et puis c'est l'hiver le plus froid depuis une quinzaine d'années à Kiev. Donc c'est vraiment une accumulation, disons, de facteurs qui fait que l'hiver est très rude. Là, vous voyez, dans les rues de Kiev, on entend les générateurs vrombrir toute la journée. Ça coûte très cher, hein. Les restaurateurs me confiaient hier que ça leur coûte 6 à 8 fois plus cher qu'un mois de facture habituelle énergétique. Les clients sont rares parce que l'atmosphère est morose. Le maire de Kiev a annoncé que près de 600 000 habitants de la capitale ont fui la ville depuis un mois, depuis ces grosses coupures de chauffage. Donc là, on le sent, hein, dans le centre-ville, la ville est assez vide. Quel est le comment décrire le moral, des Ukrainiens qui, la plupart du temps, soulèvent, le respect, hein, de beaucoup, d'Européens, notamment dans leur résistance. Néanmoins, on va, aborder bientôt le 4e, triste anniversaire de cette guerre. Comment vous trouvez, l'état d'esprit des Ukrainiens à l'heure actuelle, Elisabeth Pierson? Ils sont assez résilients, hein. C'est un mot un peu galvaudé, mais c'est vraiment ce qu'on peut constater en Ukraine où mi-décembre, quand j'étais dans le Donbass, je voyais les habitants de cette partie du Donbass qui est encore sous contrôle ukrainien et qui est justement l'enjeu de ces négociations à Abu Dhabi. Dans le Donbass, les habitants notamment de Sloviansk et Kramatorsk, ces 2 dernières grosses villes tenues par les Ukrainiens, sont résolus, hein, enfin, à voir leur sort discuté dans la diplomatie. Eux sont résolument pro-ukrainiens. Ceux qui restent, en tout cas, ceux qui étaient plutôt pro-russes, ont déjà fui ou bien sont déjà dans les territoires occupés par la Russie. Et ceux qui restent, eh bien, disent qu'ils résisteront. Quand on écoute les soldats, ils disent qu'ils ne baisseront pas les armes, quand bien même ce territoire serait sacrifié à la Russie. En échange d'une paix théorique. À Kiev, en tout cas, on voit que les habitants, beaucoup, ils nous disent: «Oui, l'hiver est rude, oui, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, on vit dans le noir et le froid, mais c'est pas comme ça que les Russes nous auront. On est fort, on est solide, la moitié de l'hiver est déjà passée, même plus de la moitié. Il nous reste encore un mois à tenir avant le mois de mars, le retour du printemps. On ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas décourager.»
Parce que c'est bien ce que visent les Russes en frappant, massivement, c'est, casser le moral de la population ukrainienne. On dit que désormais les Russes, s'en prendraient au réseau, ferroviaire. Est-ce que, vous avez, aussi des informations dans ce sens, Élisabeth Pierson? Et quelles sont, les informations à votre, sou sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors ce sont des informations, accessibles à tous, hein, puisque, les réseaux de chemin de fer sont ciblés très régulièrement et beaucoup plus régulièrement encore qu'en 2024 ou en 2023. On voit qu'il y a une vraie stratégie russe, qui était, au départ plutôt sur les infrastructures énergétiques nourrissant, alimentant les locomotives et puis maintenant c'est à même les réseaux de enfin les chemins de fer eux-mêmes ou bien sur les wagons rempli de voyageurs. Et la semaine dernière, près de Kharkiv, un wagon avec des passagers, des civils, a été touché. Il y a eu plusieurs morts. On voyait des familles sortir du wagon en flammes et ces images ont fortement circulé en Ukraine et ont beaucoup touché l'opinion publique parce qu'il faut savoir que l'espace aérien est fermé en Ukraine sur tout le territoire depuis 4 ans maintenant. Donc le train est devenu la seule manière pour les familles divisées, vous voyez, les déplacés internes qui veulent rejoindre les grands-parents restés dans l'Est, ou pour les femmes qui veulent rejoindre leur époux près de la ligne de front, lorsque ceux-ci ont quelques jours de repos. Ces réseaux de chemin de fer sont devenus vitaux et essentiels pour le quotidien des Ukrainiens. Et donc ça participe à cette guerre d'usure hein, que revendique le Kremlin, d'essayer de frapper les Ukrainiens là où ça fait mal, là où ça les touche vraiment dans leur morale. Est-ce que vous diriez, Elisabeth Pierson, que, malgré, la guerre, qui se déroule, hein, sur le territoire ukrainien, de ce que vous voyez, de ce que vous vivez, vous, à Kiev, la vie ressemble à peu près, à une vie d'une autre ville européenne, malgré, les dégâts? Est-ce que tout le monde, on essaye d'imaginer, hein, cette vie de tous les jours, tout le monde se rend à son travail, les enfants vont à l'école. À quoi ressemble cette vie quotidienne, Alors la vie à Kiev continue, sans nul doute. De là à dire que c'est une vie normale, non. Ce qui, en fait, les gens vont au travail, certains élèves vont à l'école, mais pas tous. Vous voyez, avec les coupures énergétiques, les écoles ont toutes fermé jusqu'au 1er elles n'ont repris qu'hier, en fait, 1er février, parce que ça coûtait trop cher, de les chauffer. Certains font les cours par correspondance parce que certaines écoles, ne peuvent pas se permettre de mettre les enfants à l'abri à chaque alerte antiaérienne. Et quand je parle de ces alertes, elles arrivent absolument tous les jours. Nous avons tous sur notre téléphone une application institutionnelle hein, qui nous alerte chaque fois que Kiev est ciblé par des engins aériens, que ce soit des drones ou des missiles. Donc on reçoit le type d'alerte sur notre téléphone. On a aussi des canaux Telegram que tout le monde connaît, hein, qu'on suit, qui nous alertent de tout cela. Et quand on les reçoit, quelquefois on entend la sirène, alors qu'on se promène dans les rues de Kiev. Après 4 ans, je vous laisse imaginer que les Ukrainiens ne vont pas dans les abris à chaque alerte, mais quand c'est la nuit, que c'est plus sérieux, qu'on sent que la nuit sera intense au niveau des frappes, encore une grande partie des habitants des quartiers les plus ciblés vont dans les stations de métro, dans les abris antiaériens, dans des caves quelquefois en bas des immeubles. Ils passent des nuits quasi blanches, hein. On y dort très mal, il fait froid, c'est pas aménagé de manière très confortable et puis les gens sont tassés les uns sur les autres. Donc non, la vie continue, mais la vie n'est pas normale. Et puis là cet hiver, moi j'étais hier dans des grandes tours avec une vingtaine ou une trentaine d'étages qui sont très nombreuses hein, sur la rive gauche du Dniepr, à l'est de Kiev. Des grandes tours en haut desquelles des personnes âgées qui ont connu l'Union soviétique, qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une petite pension de retraite, elles vivent tout en haut de ces tours. Elles peuvent voir les drones régulièrement voler devant leurs fenêtres, littéralement. Et elles vivent quelquefois avec 5 à 10 degrés chez elles en ce moment, à cause des pannes de chauffage, sans ascenseur puisque sans électricité, donc elles ne peuvent pas descendre. Donc attendant qu'une assistante sociale vienne leur amener un petit peu de nourriture ou que les voisins s'occupent d'elles. Donc c'est très, très dur.
Des conditions, effectivement très difficiles. Pendant ce temps-là, la guerre, militaire, hein, si je puis dire, elle continue, hein, sur le territoire ukrainien au moment où on se parle. Que se passe-t-il? C'est, les Russes qui grignotent toujours un peu du territoire ukrainien, c'est ça? Oui, grignoter, c'est vraiment le terme, hein. C'est vraiment petit à petit. Là, ils ont eu quelques gains territoriaux, supplémentaires par rapport en décembre. On dit qu'ils ont gagné 2 fois plus, mais ça reste, vraiment à nuancer, hein. Il me semble que c'est dans les 500 kilomètres carrés de territoire, grignoté. Tout cela avec un fort coût humain. C'est ce que nous disent les soldats ukrainiens sur le terrain. Ils le voient, hein, des petits groupes d'infanterie, russes qui sont envoyés, par 2 ou 3 pour des missions totalement suicides dans les positions ukrainiennes. Les Ukrainiens, donc avec leurs drones qui les voient immédiatement et qui les ciblent avec des drones kamikazes. Je crois qu'on parlait de plus d'1 million de pertes russes depuis le début de la guerre, ce qui est plus du double que les Ukrainiens. Donc oui, quelques gains territoriaux, mais à quel prix et voilà, et à nuancer. Un prix humain effectivement, très élevé. Aujourd'hui, il me semble que vous suivez, une délégation, ministérielle, française, hein, qui est, sur place avec, des chefs d'entreprise. Donc Kiev essaye de continuer à vivre et à nouer, c'est ça, des partenariats économiques? Racontez-nous, que se passe-t-il? Quelle est cette délégation Partenariats ministérielle? commerciaux, Qui oui. sont les gens autour, de cette délégation? Oui, alors c'était assez fort, hein, de voir, une quinzaine de chefs d'entreprise, enfin et d'industriels, des représentants industriels, français hier au ministère de l'économie, en Ukraine, à Kiev et qui, présentaient l'excellence française, disons, en termes, par exemple, de systèmes anti-brouillage pour les drones. La France est assez bonne dans ces systèmes-là, des systèmes aussi de ciblage et de détection des drones ennemis, un système anti-aérien, de défense anti-aérienne, système de déminage, des robots aussi pour éteindre les incendies avec Shark Robotics, des gros robots, ce sont des gros robots terrestres, hein, qui ont servi à défendre Notre-Dame notamment lors de l'incendie de Notre-Dame et que le représentant de Shark Robotics est venu proposer hier aux Ukrainiens. Donc on voit tout ça, tous ces potentiels partenariats qui peuvent être liés. Il n'y a pas eu de signature encore concrète hier ni aujourd'hui, mais ce sont des liens qui se nouent et la France se montre aux côtés de l'Ukraine pour voilà, pour montrer qu'elle n'attend pas la fin de la guerre pour lier tous ces partenariats commerciaux. Ce qui, Heu de mon point de vue, est une assez bonne dynamique. Ça apporte, comment dire? De l'espérance, aux Ukrainiens d'avoir, comme ça des délégations étrangères, des chefs d'entreprise, qui viennent, sur le sol, ukrainien. Ils sentent une solidarité? Enfin, c'est quelque chose que vous ressentez ou Oui. pas? Une solidarité peut-être, oui, ils sont toujours, touchés quand, des représentants, viennent, les voir, en Ukraine, même s'ils sont habitués, hein, à ce balai disons d'industriels qui viennent, je pense qu'il y a une fierté, ukrainienne aussi à voir que, par la force des choses, ils sont devenus, à la pointe, bah, de l'industrie du drone, tant dans la qualité que la quantité. Ils ont des retours terrain, constants. Et donc toute l'Europe, tout l'Occident se précipite à leur porte pour leur dire: «Apprenez-nous et dites-nous, aidez-nous à nous-mêmes construire notre mur anti-drone, notre propre défense», et ça, c'est assez satisfaisant pour les Ukrainiens. C'est une maigre consolation, mais ça en est une. Merci, Élisabeth Pierson d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de vue depuis Kiev, hein, où, vous habitez. On vous lit, entre autres, hein, dans les pages, du Figaro. Je crois que vous allez devoir, rendre, un papier, d'ailleurs, aujourd'hui pour le service, économique. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup à vous. Point de vue, c'est déjà, fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous allez retrouver Timothée Delhème qui sera à nouveau, sur le plateau, de Point de vue en direct à midi. Donc soyez au rendez-vous et puis autre rendez-vous, ça c'est ce soir, hein, c'est le club culture, de, Jean-Christophe Buisson. Il sera avec notamment, Alfred de Montesquiou, l'écrivain.
Je vous souhaite une très bonne journée en compagnie du Figaro et à très vite.